Le 22 juillet 2015 vers 23h30 dans l'Oklahoma, le 911 est alerté par un appel téléphonique inquiétant. Au bout du fil, la voix tremblotante d'un jeune garçon, celle de Daniel Beaver, 12 ans. Paniqué, il déclare que son grand frère est en train d'attaquer sa famille. Des cris, de l'agitation et une voix masculine sont entendus en arrière-plan avant que la ligne ne coupe subitement. L'adresse a quand même pu être trouvée grâce au numéro de téléphone. Après une tentative infructueuse pour joindre David Bieber, le père de Daniel, la police et les secours sont dépêchés sur les lieux. Lorsque les premiers agents arrivent, ils voient du sang s'écouler autour du porche de la maison. Ils frappent à la porte, entendent une voix faible les appeler à l'aide et entrent de force dans la maison. À l'entrée, ils y trouvent une jeune fille de 13 ans, couverte de sang. Il s'agit de Crystal Beaver. Mutilée, elle a reçu de nombreux coups de couteau. Après l'avoir évacuée de la maison, les policiers retournent dans celle-ci et découvrent une autre survivante, Autumn, la petite dernière de la famille, âgée de 2 ans à peine. Celle-ci dormait paisiblement dans son lit et c'est la seule à avoir été épargnée de l'attaque. Le reste de la famille Beaver, les parents et 3 autres de leurs enfants, âgés de 5 à 12 ans, dont Daniel qui avait appelé les secours, sont quant à eux retrouvés morts. Chacun d'eux a été poignardé à de multiples reprises. C'est un véritable carnage. Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez affreusement bien. Dans la suite de cette vidéo, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qui a bien pu pousser à ce drame familial. L'enquête et le procès vont nous éclairer et je vous propose de découvrir cela ensemble. Suite au drame, Crystal, l'une des 2 survivantes, doit subir une intervention chirurgicale en urgence. Son état clinique est considéré comme critique, mais il est tout de même stable et elle s'en sort indemne. Selon elle, ses 2 frères aînés, Robert 17 ans et Michael 16 ans, seraient responsables des meurtres. Crystal va rapporter à la police que Michael l'a appâtée dans une chambre en la suppliant de lui venir en aide et qu'elle s'est ensuite faite poignarder par surprise. Tout comme il l'a fait avec elle, il aurait attiré les autres victimes à lui en prétextant qu'il était attaqué pour mieux les prendre au piège. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, les 2 suspects ont fui par la porte arrière de la maison et se sont dirigés vers une zone boisée située derrière celle-ci. Les chiens de la police ont traqué les 2 garçons à travers les bois, mais ils ont rapidement été appréhendés et arrêtés. Au moment de son arrestation, Robert était armé d'un couteau et portait un gilet pare-balles. Tout comme son frère, il avait le regard vide, à la seule différence que l'esquisse d'un sourire se dessinait sur son visage. Suite au familicide, une enquête a lieu. Lors de celle-ci, les voisins ont déclaré que les parents faisaient l'école à la maison et qu'ils surveillaient leurs enfants de très près jusqu'au point de les empêcher de se mêler à d'autres enfants et aux voisins du quartier. Si bien qu'aucun de leurs 7 enfants ne pratiquait de loisirs ou d'activités en dehors de chez eux. Ils vivaient dans une belle et grande maison qui se révélait tout simplement être une prison dorée. Leurs parents leur répétaient souvent que le monde était rempli de gens prêts à leur faire du mal. Le mode de vie de la famille aurait été si discret que certains voisins ont découvert les prénoms de toute la famille au complet la première fois lorsque le médecin légiste les a cités. Les voisins ont également noté les comportements étranges et troublants des 2 frères aînés, Robert et Michael Beaver. Selon le témoignage de Crystal Beaver, les avocats de la défense ont déclaré que son père David était physiquement et verbalement violent envers ses enfants. Au cours du procès, Robert a affirmé que ses 2 parents étaient violents et abusifs envers lui et tous ses frères et sœurs. Par exemple, son père se moquait quotidiennement de Michael en raison de son bégaiement et se montrait très dur avec lui interdisant même de finir ses phrases. Parfois, pour des lumières éteintes ou de simples maladresses, les enfants étaient injustement punis et se prenaient de violentes claques. Un jour, le père traînera même de force Robert dans l'escalier. Il raconte que ses parents parlaient souvent des gens qu'il détestait et qu'il se référait à l'Apocalypse biblique. Robert haïssait ses parents.
En grandissant, il comprit que ceux-ci, et plus particulièrement son père, souffraient de paranoïa, d'où les règles très strictes imposées chez eux. Non seulement les enfants vivaient sous cloche, mais en plus de ça, des caméras de surveillance étaient installées à l'extérieur de la maison, mais aussi à l'intérieur de celle-ci. Chaque fait et geste des enfants était ainsi contrôlé quotidiennement. Les caméras n'enregistraient pas tout, mais à tout moment, le père pouvait visionner ce qu'il passait dans toutes les pièces de sa maison, et cela depuis son téléphone portable. Il opérait un véritable contrôle sur eux. Les deux frères sont interrogés séparément par les enquêteurs qui ont comme pour support certaines pièces à conviction, tel le journal intime de Robert. Dans celui-ci, il déverse sa haine quotidienne envers le monde. Il écrit qu'il ne supporte pas les gens et la société en général. Robert couche aussi sur papier certains de ses fantasmes, comme celui de devenir un célèbre tueur de masse. Il est fasciné par bon nombre de tueurs en série et est fan du film culte intitulé Rampage, dans lequel il s'identifie au personnage principal. Dans le film, Bill, le héros, est un jeune homme vivant chez ses parents, frustré par la vie et révolté par la société. En pleine rébellion, il décide alors de se confectionner une armure et de s'équiper d'armes afin d'organiser une fusillade en pleine rue. Lors de l'interrogatoire, Robert Beaver a dit s'être inspiré du film et avoue être l'auteur du familicide. Il a affirmé sans scrupule que lui et son frère avaient organisé le massacre depuis un bon moment. Dans leur plan macabre, il était prévu de démembrer les corps de leur famille, de les placer dans des bacs de stockage, puis de les cacher dans le grenier de la maison. Il a aussi révélé qu'ils avaient ensuite prévu de s'armer et de voler la voiture de leurs parents pour commettre une fusillade à l'extérieur de chez eux. Ils voulaient chacun tirer sur 5 personnes au hasard et à plusieurs endroits différents pour atteindre un nombre de 50 personnes minimum. Le but étant de rivaliser, voire même surpasser, le célèbre massacre du lycée de Columbine qui a eu lieu en 1999. Michael dira à l'enquêteur qu'il voulait devenir connu, avoir l'attention des médias sur eux et avoir une page Wikipédia à leur nom. Il pensait que tuer plus d'une personne le rendrait semblable à un dieu. Pour lui, ôter la vie n'était pas quelque chose de mal et il y songeait très souvent. C'était même devenu une obsession pour lui. Lors de l'interrogatoire, l'un des frères a spontanément déclaré que les plans des meurtres étaient stockés sur une clé USB qui se trouvait à l'intérieur de la maison. L'aîné des Beaver expliquera aussi qu'il avait eu l'idée de filmer la tuerie et d'en faire 2 vidéos. L'une adressée à la police montrant le corps des victimes et l'autre en version censurée pour qu'elle puisse être postée sur internet. Petite parenthèse, je précise que les 2 garçons tenaient d'ailleurs une chaîne YouTube. Peut-être une chaîne True Crime, qui sait. En tout cas, moi, je ne tuerai jamais personne. Je suis même pas capable de tuer une mouche. Lors de la perquisition, des couteaux, des machettes et d'autres armes blanches, ainsi que des équipements de protection comme des gants et des masques ont été trouvés sur les lieux. Seules certaines des armes trouvées avaient été utilisées pour les meurtres. Les enquêteurs ont aussi examiné une cargaison de boîtes contenant un total de 3000 cartouches qui auraient été livrées le 23 juillet. Robert aurait acheté les armes en question et les cartouches en ligne via internet, puis se les aurait fait livrer dans l'armurerie la plus proche de chez lui. Il avait pu se les payer grâce aux revenus de son travail dans un centre d'appel chrétien. C'est quand même assez ironique. Ses parents pensaient qu'il achetait du matériel pour ses jeux de rôle et ses jeux vidéo. Il portait d'ailleurs souvent son gilet pare-balles à la maison. Lors de la perquisition, d'autres pièces à conviction ont été récoltées comme les téléphones portables et le matériel informatique, les clés USB, les disques durs et les ordinateurs pour enquêter sur les comptes et les réseaux sociaux des 2 garçons. D'ailleurs, le plan de la tuerie enregistré sur la clé USB dont avait parlé l'un des protagonistes lors de l'interrogatoire se trouvait bien dessus. Durant la fouille, les enquêteurs ont aussi récupéré les vidéos de caméras surveillance qui, selon eux, ont enregistré le familicide car ceux-ci étaient situés près de l'endroit où 3 des corps sans vie avaient été retrouvés. Les autorités ont qualifié ces meurtres de pires événements criminels de l'histoire de Broken Arrow.
Le 31 juillet 2015, Robert et Michael sont accusés de 5 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de voies de fait et de coups et blessures avec intention de tuer. Les deux frères ont été traduits en justice le 3 août 2015. Ils plaident non coupables de tous les chefs d'accusation portés contre eux afin de plaider la folie. Lors de l'audience, l'ordre dans laquelle les victimes ont été tuées et la façon dont elles l'ont été a pu être dévoilé plus précisément lors du procès. Et cela grâce aux résultats des autopsies. Les victimes ont été identifiées comme suit. David Beaver, le père de famille âgé de 52 ans, tué d'au moins 28 coups de couteau au torse, au visage, au cou, au bras et à la main gauche. Ensuite, April Beaver, la mère de famille de 42 ans, tuée après un traumatisme contendant et plus de 48 blessures à la tête, au cou, au torse, au bras et aux mains. Vient ensuite Daniel Beaver, 12 ans, le fils qui a alerté les secours au téléphone, tué par 21 coups de couteau au dos, à l'épaule et à la poitrine. Christopher Beaver, 7 ans, tué par 21 coups de couteau au dos, à la poitrine, à l'épaule et à la jambe. Et enfin, Victoria Beaver, 5 ans, la plus jeune, tuée par 23 coups de couteau des deux côtés du cou, à la poitrine, au dos et en haut du bras. Alors il y a eu des coups de couteau au niveau des bras car les victimes ont essayé tant bien que mal de se défendre. Durant le procès, on découvrira aussi en détail comment la tuerie s'est déroulée. Vers 23h30, April Beaver demande à sa fille Crystal d'aller chercher ses frères à l'étage pour qu'ils puissent l'aider à faire la vaisselle. Quand la petite sœur arrive dans leur chambre, elle se fait poignarder par surprise par Robert. Celle-ci ne succombe pas aux blessures, mais ses cris vont alerter le reste de la famille. Quand April se rend à l'étage, elle découvre avec effroi la scène d'horreur. Paniquée, elle crie à son mari d'appeler la police, mais celui-ci dort profondément et ne l'entend pas tout de suite. Elle tente de s'enfuir, mais son fils Robert la poursuit dans le couloir, et ce jusqu'en bas de l'escalier. Il se jette alors sur elle et la poignarde. Pendant ce temps, Crystal entend les hurlements de sa maman et comprend ce qui lui arrive. Après avoir pris soin de mettre sa petite sœur à l'abri dans la salle de bain, elle tente de trouver un téléphone portable pour appeler les secours, mais en vain. Elle se dirige alors sur le pas de la maison et active l'alarme afin d'alerter le voisinage. Elle sort, mais Michael la rattrape en la saisissant violemment par le cou et désactive la sirène. Son frère serre son coup de plus belle, tellement fort que Crystal finit par perdre connaissance. Michael pense alors l'avoir tuée et entraîne son corps inanimé dans le hall d'entrée. Robert et Michael montent ensuite à l'étage pour terminer le massacre. Arrivé en haut, le père de famille se tient debout devant eux. Il se rue sur son fils Robert, mais la lame que tient l'aîné dans ses mains lui transperce le thorax à plusieurs reprises. Le père finit par s'écrouler et rendre son dernier souffle. À l'article de la mort, il aurait demandé à son fils la raison de son geste, mais celui-ci lui aurait juste répondu qu'il se devait de le faire. Au même moment, apeurés par le vacarme, Victoria et Christopher, les petits derniers de la famille, se sont réfugiés dans la salle de bain du haut. Michael se fait alors passer pour une victime, frappe à la porte de la salle de bain, criant à ses frères et sœurs de lui ouvrir pour échapper à Robert qui le menace. Cette idée est juste machiavélique. La porte s'entrouvre, Michael frappe un grand coup pour l'ouvrir de plus belle et entre dans la pièce suivi par Robert. Victoria et Christopher sont poignardés à leur tour jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pendant ce temps-là, le frère de 12 ans se rend dans le bureau à la recherche du portable de son père. Il met la main dessus, se cache sous le bureau et s'empresse d'appeler les secours. Mais soudain, il entend son frère Michael tambouriner à la porte. Celui-ci le supplie de lui ouvrir car il est poursuivi par Robert. La ruse de Michael fonctionne encore une fois à merveille et Michael, qui est encore en ligne avec le 911, s'empresse de lui ouvrir. Michael entre suivi de Robert. Il se tourne vers lui en montrant Daniel d'un geste de la tête et déclare « Il est tout à toi ». Daniel les supplie de ne pas le tuer et leur dit qu'il les aime. Mais Robert le poignarde malgré tout pendant que Michael se saisit du téléphone que tient encore Daniel dans sa main et fracasse celui-ci au sol. La petite dernière de la famille, Autumn, se trouve également à l'étage et dort paisiblement dans son lit. Les deux frères ne l'ont pas oubliée et veulent la décapiter avec une hache. Chose qu'ils n'auront pas le temps de faire car ils entendent déjà les sirènes de police arriver. Les secours se rendront au domicile des Beaver seulement 7 minutes après l'appel de Daniel. Environ 2 mois après le procès, sur lequel on en apprendra plus sur le massacre, l'avocat de Michael dépose une requête pour que son client soit jugé comme mineur, mais celle-ci est rejetée par le juge.
Selon les lois de l'Oklahoma, les accusés de meurtre au premier degré âgés de 11 à 17 ans doivent être jugés comme des adultes. L'avocat de Michael plaide contre cette décision, affirmant que son client mourra en prison et que c'est l'équivalent de la peine de mort. Il a également essayé de convaincre le juge qu'il devait être réhabilité au lieu d'être emprisonné car selon son client, il était maltraité émotionnellement et physiquement à la maison, bien qu'il n'y ait aucune preuve fiable de cela. Une audience préliminaire a lieu le 23 février 2016 où seuls les enquêteurs sont entendus. Crystal, la survivante, ne sera pas conviée à celle-ci. Le juge estimera qu'elle doit être protégée et que pour son bien, elle n'a pas à revivre la tragédie. Il déclara, je cite, « Je pense que Robert Beaver mérite la peine de mort pour ses actions sauvages, mais j'ai peur que la peine de mort replonge sa jeune sœur adolescente à revivre tous les détails de ce carnage. La plus jeune des survivantes, 2 ans, dormait paisiblement ce soir-là, et là, elle devrait grandir en découvrant les horreurs de ce massacre devant le tribunal, et cela pourrait influencer sur sa vie plus tard. Le 7 septembre 2016, un accord est passé pour que Robert évite la peine de mort. S'il accepte de plaider coupable à tous les chefs d'accusation, il sera alors condamné à 5 peines d'emprisonnement consécutives à perpétuité sans libération conditionnelle. Deal que lui et son avocat décident d'accepter. À 19 ans, Robert est donc condamné à la prison à vie. Le procureur a indiqué qu'il avait été difficile de trouver un arrangement avec Robert Beaver tant son crime avait été sauvage. En plus de ça, il n'a montré aucun remords vis-à-vis de ses actes et semblait même en être plutôt fier. Robert révélera que le désir de tuer ses parents le hantait depuis l'âge de ses 13 ans. Mais qu'en est-il de ses frères et sœurs? Si l'on fait une petite rétrospective, Robert aura passé l'entièreté de sa vie enfermé, d'abord chez ses parents qui passaient leur temps à le contrôler, puis en prison, surveillé par des matons. Le constat est plutôt triste. Le procès de Michael Beaver débute pour sa part en avril 2018. Le but du jugement est de chercher à prouver si Michael a tué certains membres de sa famille ou s'il a seulement été complice des meurtres. Robert est venu témoigner à la barre pour affirmer qu'il était le seul à avoir commis les crimes. Dans la première version, il avait pourtant déclaré que Michael avait tué ses 2 parents et 2 de ses petits frères et sœurs. Il expliqua avoir menti à ce sujet car le but de la tuerie était qu'ils deviennent tous 2 célèbres et il tenait à donner à son frère cadet une part de gloire. Michael confirma ses dires en expliquant l'influence de son frère sur lui et qu'il avait sous-estimé l'enjeu de leurs actes. Contrairement à son frère Robert, Michael fit preuve de remords, semblant enfin réaliser l'ampleur de la tragédie. Quand on lui montrera la photo de l'une des armes du crime complètement ensanglantée, il se mettra à pleurer. Sous le choc, il déclara alors « Ça fait beaucoup de sang, je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé ». Après 5 heures de délibération et contre toute attente, il est finalement jugé coupable d'avoir tué ses parents et 2 de ses frères et sœurs, ainsi que d'avoir tenté de tuer Crystal. À 19 ans, il est condamné à 5 peines d'emprisonnement à perpétuité, plus 28 ans pour l'agression de Crystal. Il sera éligible à la libération conditionnelle en 2054 au plus tôt. Robert est actuellement détenu dans un centre correctionnel. Le 6 juillet 2016, lors d'un contrôle habituel de sécurité des cellules, un agent de détention découvre Robert tentant de se pendre avec le drap de son lit. Suite à cet événement, il est placé sous surveillance anti-suicide. Le 15 juillet 2019, Robert tente d'agresser l'un des psychologues de la prison avec un objet coupant. L'assistant des services sociaux qui était en présence du psychologue ce jour-là le neutralisera et lui ôtera son arme. En 2020, Robert se fait à nouveau juger suite à cette agression et sera condamné une 2e fois à perpétuité. De son côté, Michael, qui est emprisonné au centre correctionnel de Lexington, ne fait pas de vagues. Il s'est inscrit dans le club de lecture de la prison, il passe son temps à dévorer des livres, il a découvert là plus qu'un passe-temps, mais une véritable passion. Malgré que Robert et Michael aient gagné le pari de devenir célèbres grâce à leurs crimes, leur nom n'a jamais figuré en titre sur Wikipédia comme ils l'avaient tant rêvé. Une page traitant de l'affaire intitulée La tuerie de Broken Arrow est tout de même publiée. Suite au drame, les 2 survivantes de la famille Beaver, Crystal et Autumn, ont été placées comme pupilles de l'État.
Depuis toute cette histoire, les deux sœurs sont malheureusement marquées psychologiquement. Le 18 mars 2017, la maison familiale des Beaver a été détruite dans un mystérieux incendie. 2 ans plus tard, un parc commémoratif et un jardin ont remplacé la demeure. Ils ont été inaugurés lors d'une cérémonie officielle. Désormais, un chemin serpente à travers une butte d'herbe où se trouvait autrefois la tristement célèbre maison des Beaver. Je pense encore une fois que ce drame n'aurait jamais eu lieu si les parents n'avaient pas été aussi toxiques envers leurs enfants. Ils ont reçu une éducation à la fois rigide et négligente. D'un côté, leurs enfants étaient constamment sous leur contrôle, privés de bien trop de liberté. En plus de ça, les parents traitaient leurs enfants comme des moins que rien. Ils n'avaient pas du tout un rôle protecteur envers eux, malgré ce qu'ils voulaient leur faire croire. Ils les isolaient du reste du monde, leur expliquant que l'extérieur était bien trop dangereux pour eux. Or, le danger est arrivé à cause d'eux. D'un autre côté, les enfants étaient négligés, leurs parents ne leur portaient pas d'intérêt et les laissaient regarder les écrans sans vérifier si le programme était adapté à leur âge. Les plus grands ont été influencés par des jeux vidéo et des films violents, ce qui leur permettait aussi d'extérioriser leur frustration et leur colère. En grandissant, les 2 frères aînés qui n'ont jamais pu s'affirmer ont eu un extrême besoin de reconnaissance qui semble s'être exprimé par leur désir de devenir célèbres, d'être connus à travers les médias et reconnus pour leurs crimes. Ce que je me demande ici, c'est pourquoi leurs frères et sœurs n'ont pas été épargnés. Si vous avez une petite idée, laissez-la moi en commentaire. En tout cas, quand je repense au pauvre Daniel qui a sauvé ses frères et sœurs à ses dépens, ça fait quand même très mal au cœur. J'espère que ce fait divers vous a intéressé. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de la Dark Zone. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Sur ce, je vous dis à bientôt mes petits démons.